Donc, bonjour tout le monde, bienvenue au résumé du cours 4 qui porte sur la dynamique élémentaire des fluides. Donc, on voit principalement l'application de l'équation de Bernoulli. Donc, pour y arriver, on va utiliser une méthode différentielle, c'est-à-dire qu'on prend un élément fluide infinitésimal et on va l'étudier et regarder, voir comment on peut en déduire des équations qu'on peut appliquer à grande échelle. Donc, pour y arriver, il faut utiliser la deuxième loi de Newton. On se rend compte que l'équation de Bernoulli, c'est rien d'autre que la conservation de la quantité de mouvement d'une particule de fluide qui se déplace sur une ligne de courant en régime permanent. Donc, ça va nous amener à l'équation de Bernoulli qu'on va regarder plus en détail, qu'on va dériver plus en détail. Et après ça, on va expliquer l'équation, regarder terme par terme et comment interpréter. Donc, pression statique, pression dynamique, pression de stagnation. Et après ça, quelques notions qui, entre autres, comment étudier la pression qui varie perpendiculairement à la ligne de courant, par exemple, et quelques applications. Donc, commençons avec l'équation, la deuxième loi de Newton. Donc, on met en évidence ici que c'est vraiment, on est intéressé à connaître la somme des forces qui s'appliquent sur une particule de fluide et comment ça vient impacter la variation de quantité de mouvement dans le temps. Donc, c'est important de dire qu'on est dans un référentiel galiléen, donc pas de force inertielle qui est appliquée dans notre système d'axe. Ça veut dire qu'on regarde le tout à partir d'un système de coordonnées à vitesse nulle ou à vitesse constante, donc pas d'accélération, sinon ça va introduire des forces fictives qui va venir modifier la perception du phénomène qu'on essaie d'étudier. Donc ici, important de mettre l'emphase sur le fait qu'on étudie en régime permanent la particule voyage sur la ligne de courant, sur une ligne de courant. Donc, régime permanent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distribution de vitesse, de pression, et même éventuellement température, maçonnique, n'importe quelle propriété, mais dans le cadre du cours, on va s'attarder surtout à la distribution de pression, à la distribution de vitesse. Donc, ça veut dire que les fluctuations dans le temps sont nulles. Donc, à un point donné, les fluctuations dans le temps sont nulles, c'est ce qui définit un régime permanent. Et ici, dans le cadre d'un régime permanent, on peut définir la ligne de courant comme étant la trajectoire sur laquelle la particule se déplace. Donc, on s'intéresse ici aux forces de pression, aux forces de gravité et à déterminer comment on peut trouver l'équation qui relie justement ces différents paramètres-là. Donc, l'équation de Bernoulli, on y arrive avec certaines hypothèses. Donc, comme j'ai dit précédemment, écoulement en régime permanent. Et comme on a vu plus en détail en classe, c'est très important de faire la différence entre le référentiel de la particule qui se déplace, donc un référentiel matériel qui se déplace avec la particule, c'est-à-dire un référentiel lagrangien, et un référentiel qui est fixe, donc un point de vue d'un observateur, donc à une coordonnée x, y, z si on est en 3D. Donc, ça, c'est un référentiel qui est eulérien. Donc, lorsqu'on est en régime permanent, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à regarder la vitesse à un point donné et on constate que les fluctuations dans le temps sont nulles. Donc, à un point donné, la vitesse ne varie pas. Il faut faire attention parce que ça ne veut pas forcément dire que l'accélération de la particule est nulle. Parce que bien que habituellement, on a toujours tendance à dire que l'accélération est égale à la variation de la vitesse dans le temps, il faut être plus précis que ça. L'accélération d'une particule est égale à la dérivée totale de la vitesse par rapport au temps. Et ici, pour le régime permanent, on dit que c'est la dérivée partielle de V par rapport au temps. Donc, il y a une nuance très importante à faire. Il ne faut pas hésiter de poser des questions si on a la difficulté à faire la différence entre les deux. Lorsqu'on s'intéresse à l'accélération d'une particule, c'est parce qu'on s'intéresse à la variation de la vitesse de la particule dans le temps. Quand on s'intéresse à savoir est-ce que le régime est permanent ou pas, on ne s'intéresse pas à savoir si la variation de la vitesse de la particule est nulle ou pas. On s'intéresse à savoir est-ce que la variation de la vitesse à un point donné dans l'écoulement est nulle ou pas. C'est une énorme différence parce que si on fait juste se contenter de regarder à un point x, y donné dans notre écoulement, on n'est pas en train de suivre la même particule. Le dv dt est mesuré à deux instants de temps différents qui tend vers zéro. Et dans cet intervalle-là, on n'essaie pas de suivre la particule, on essaie plutôt de déterminer la vitesse à un point donné. Donc, très important de comprendre pourquoi lorsqu'une particule est en régime permanent, ça ne veut pas forcément dire que son accélération est nulle. Viscosité négligée.
Donc, on sait bien que dans la pratique, tous les fluides sont visqueux, mais ce qui est important de retenir ici, c'est que ces effets visqueux-là doivent être négligeables pour être en mesure d'utiliser l'équation de Bernoulli. Et négligeable, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que la viscosité, la propriété elle-même ne varie pas, peu importe où on se trouve dans l'écoulement, mais c'est plutôt le gradient de vitesse qui va déterminer si on peut négliger ou pas les effets visqueux. Donc, si le gradient de vitesse est nul, ce qui est souvent le cas loin des parois, on va être en mesure d'utiliser Bernoulli. Par contre, si on est près des parois, à cause des effets d'adhérence du fluide à la paroi, donc ça entraîne souvent un gradient de vitesse élevé, ce qui fait qu'on va avoir des effets visqueux importants. Donc, l'équation de Bernoulli n'est pas applicable près des parois, mais plutôt applicable loin des parois. Fluide incompressible, donc ça, c'est assez évident. Là, cette session-ci, on ne voit pas vraiment le détail des écoulements compressibles. Et on va voir que lorsqu'on fait la dérivation de nos équations, on pose ρ constant et il faut faire attention de ne pas sortir de cette limitation lorsqu'on applique l'équation de Bernoulli. Donc ici, avec un peu plus de détails, donc on a notre ligne de courant. Euh, Plutôt que de dire que la vitesse varie en x, y, z et dans le temps, on sait qu'elle varie le long d'une ligne de courant. Donc on réajuste notre système de coordonnées en fonction de S, qui est une coordonnée parallèle, tangente à la ligne de courant, et N, qui est une coordonnée normale à la ligne de courant. On s'intéresse au mouvement de la ligne de la particule sur la ligne de courant. Donc, ça revient un peu à dire que c'est un mouvement unidirectionnel. Donc, ça simplifie un peu la démarche mathématique ici. Donc, V est une fonction de S, un paramètre qui nous situe sur la ligne de courant, et du temps. Donc, mathématiquement, c'est important de bien faire la différence entre une dérivée totale et une dérivée partielle. Donc, c'est ce qu'on met ici. Donc, la variation totale de la vitesse est exprimée comme étant une dérivée partielle de V par rapport à S ds plus dérivée partielle de V par rapport au temps dt. En régime permanent, on fait les différentes simplifications, quelques manipulations algébriques, et on arrive à la conclusion que l'accélération d'une particule de fluide le long d'une ligne de courant est égale à V dérivée partielle de V par rapport à S, mais comme on est dans le cas particulier d'un régime permanent, dans ce cas bien précis, on est en mesure de dire qu'en réalité, ce n'est plus une dérivée partielle de V par rapport à S, mais c'est une dérivée totale de V par rapport à S, puisque dans le cas d'un régime permanent, il n'y a pas de dépendance au temps. Donc, V est uniquement une fonction de S et non du temps dans ce cas particulier ici. Donc, dorénavant, lorsqu'on fait notre somme des forces égale à MA, on connaît maintenant notre A qui est A indice S le long d'une ligne de courant. Et cette accélération-là est V, dérivée totale de V par rapport à S. Donc, prochaine étape, c'est d'étudier les forces qui s'appliquent sur la particule le long d'une ligne de courant. Donc, c'est essentiellement des forces de pression, des forces de gravité. Et si on fait notre diagramme du corps libre et qu'on considère les forces entre elles, donc on arrive avec l'équation différentielle qui représente ici la loi de Newton. Et après ça, on peut faire un intégral pour arriver à l'équation de Bernoulli. Voilà. Donc, maintenant, si on regarde l'équation de Bernoulli, donc on a les termes d'énergie de pression, énergie cinétique, énergie potentielle. Faire attention, petite note, ici on dit énergie, mais il faut prendre en note qu'il s'agit de joules par kilogramme. Donc, c'est une quantité intensive telle qu'on a précisé en classe. Donc, on aime bien les propriétés intensives en mécanique des fluides. Ça simplifie beaucoup l'écriture. Et conceptuellement, c'est beaucoup plus facile à représenter parce que on ne peut pas vraiment déterminer une masse de fluide en mouvement. D'où la raison qu'on s'intéresse, on limite les propriétés avec les propriétés extensives et on privilégie les propriétés intensives. Donc, cet exemple-là ici nous a permis d'utiliser la loi de Bernoulli entre les stations 1 et 2. On avait pu déterminer que la vitesse de sortie du fluide au point 2 était indépendante de la masse volumique, donc indépendante du fluide. C'est juste une question de connaître la gravité et l'élévation entre les points 1 et 2. Donc, les limites, comme discuté précédemment, donc c'est essentiellement s'il y a du frottement. Donc, lorsqu'on est proche des parois, on doit éviter d'utiliser l'équation de Bernoulli. Ou s'il y a un apport d'énergie, on extrait d'énergie, dépendamment si on a une turbine ou un compresseur, si on a un apport de chaleur, il faut éviter d'utiliser l'équation de Bernoulli.
Encore une fois, si les effets de viscosité sont importants, que ce soit par du frottement dû à une expansion soudaine ou la proximité des parois, donc les petits diamètres ou tout simplement une longueur très élevée d'une conduite ou que les effets de friction vont se cumuler. Donc, dans tous ces cas-là, on va avoir des pertes de charge qu'on va détailler éventuellement plus tard dans la session, mais l'équation de Bernoulli ne sera pas utilisable dans ces situations-là. Donc, question de terminologie, ici, faire la différence entre pression statique, dynamique, hydrostatique totale et de stagnation, très important. Donc, la pression statique, c'est la pression un peu que vous utilisez telle que vous avez vu dans le cours de thermodynamique ou que vous allez le voir éventuellement. La pression dynamique, c'est vraiment une pression qui est liée à la vitesse du fluide et de sa masse volumique. Pression hydrostatique, ben, c'est directement ce qu'on a vu dans les trois premiers cours. Et voilà, pression totale, qui est un peu la contribution de chacun de ces éléments-là. Et pression de stagnation, qu'on va regarder un petit peu plus en détail sur la diapo ici. Donc, pression de stagnation, c'est un peu la pression qu'on retrouve au point de stagnation. Donc, un point de stagnation, c'est un point où la vitesse elle est nulle. Et donc, il y a comme une conversion d'énergie qui était initialement répartie dans la vitesse et dans la pression. Lorsqu'on atteint un point de stagnation, toute cette énergie-là est déplacée en pression. Et donc, la pression augmente à ce point-là. Donc, c'est le point où la pression va être la maximale lorsqu'un fluide vient impacter contre une paroi plane. Et pour tout simplement se convaincre comment l'équation est déterminée ici, donc on prend Bernoulli, on fait les simplifications, on suppose un G qui est horizontal, donc l'élévation Z est nulle. Et par définition, la vitesse au point 0 est nulle, c'est un point de stagnation. Et donc, on conclut que la pression de stagnation va être égale à la pression statique plus la pression dynamique. Et donc, ça nous amène au principe d'un tube de Pitot. Donc, si on a une conduite et dans laquelle on a deux tubes, donc un qui vient se connecter perpendiculairement à l'écoulement et un autre qui vient se connecter avec un coude à 90 degrés, donc il va faire face à l'écoulement. Donc, ce qui va créer un point de stagnation. Donc, si on crée un point de stagnation, ça veut dire qu'on va éventuellement mesurer une pression de stagnation dans la colonne. Donc, on va avoir un équilibre entre le fluide qui s'accumule dans la colonne et la pression qui se crée à la base. Donc, c'est pour ça que la mesure de H majuscule nous donne une indication sur la pression de stagnation au point 2, alors que le tube qui est perpendiculaire ici nous donne une indication sur la pression statique au point 1. Et donc, cette différence de pression-là est liée à la vitesse du fluide à la station 1. Donc, on peut utiliser Bernoulli pour montrer cette équation-là ici. Et on peut expliciter le terme P2 et P1 en fonction des paramètres H majuscule et H minuscule. Donc, comme j'ai dit, c'est une application du tube de Pitot. Concrètement, on voit le tube de Pitot avec une prise d'air, une mesure de pression de stagnation et une mesure de pression statique sur les côtés. Parfait. Donc, on a fait cet exercice-là ici ensemble. Et maintenant, quelques mots sur un fluide incompressible. Donc, ça ici, il s'agit juste de faire une analyse d'ordre de grandeur pour savoir quel est l'ordre de grandeur de la variation de la masse volumique pour une certaine vitesse. Donc, si un fluide se déplace de 0 à 100 km à l'heure, donc, en se basant sur Bernoulli, quelle devrait être la différence de pression? Et cette différence de pression-là, elle peut être interprétée comme une différence de masse volumique en utilisant l'équation des gaz parfaits pour ce qui est d'un gaz comme l'air. Et on s'aperçoit qu'en réalité, cette variation de masse volumique-là, elle est très faible. Et si on regarde dans la littérature avec une démarche un petit peu plus rigoureuse que ce qui est présenté ici, on voit que tant soit longtemps qu'on a un nombre de Mach qui est inférieur à 0,3, on fait une erreur négligeable sur la variation de la masse volumique. Donc, c'est un critère accepté dans la littérature. Pour tout écoulement qui est inférieur à 30 de la vitesse du son, on considère que l'écoulement est incompressible. Encore une fois, ça dépend du niveau de précision qui est désiré. Si vous voulez plus de précision, ben à ce moment-là, il faut prendre les équations compressibles, même si vous êtes en deçà de 30 de la vitesse du son, mais ça, au final, c'est au choix de l'ingénieur. Parfait. Donc, on a vu l'équilibre des forces et la dynamique du fluide, d'une particule de fluide le long d'une ligne de courant. Maintenant, si on étudie la distribution des forces perpendiculaires
à la ligne de courant, les forces de pression et les forces de gravité. Donc, ça va nous permettre de déterminer le changement de trajectoire, le rayon de courbure de la particule de fluide qui se déplace le long d'une ligne de courant. Donc, pour y arriver, ici, l'accélération qu'on va utiliser, ça va être l'accélération centripète due à une trajectoire circulaire de rayon R. Et les forces, on fait une démarche similaire à ce qu'on a fait précédemment, mais cette fois-ci en prenant la projection des forces sur l'axe normal et en appliquant encore une fois la loi de Newton. Donc, on est en mesure de faire la sommation des forces qui est égale à MA. Et ici, on a une équation qui n'est pas aussi élégante que celle de Bernoulli, mais qui nous permet de déterminer la variation de pression et le rayon de courbure à un endroit bien précis sur la ligne de courant. Donc, l'application qu'on peut en faire ici, c'est par exemple si on fait tendre le rayon vers l'infini, c'est-à-dire si la particule de fluide a une trajectoire linéaire, donc le rayon de courbure tend vers l'infini, et ça nous amène à une accélération normale nulle. Et dans la plupart des cas, le delta Z d'un jet est relativement faible, et ce qui nous amène à mettre en évidence comme quoi les forces de gravité vont être aussi relativement faibles sur le jet, en fait, de façon transversale, sur une ligne transversale à la ligne de courant, ce qui nous amène à conclure que la variation de pression, la variation normale de pression, sur une tranche transversale au jet est nulle. Donc, la pression elle est uniforme perpendiculairement au déplacement de la particule. Et donc, on va utiliser cette uniformité de la pression-là dans nos calculs pour se simplifier la vie en assumant que delta Z est négligeable par rapport à la longueur du jet. Donc, dernier point ou avant-dernier point, avant de faire le dernier exemple, c'est de manipuler un peu l'équation de Bernoulli. Et ici, ce qu'on voit, c'est qu'en divisant l'équation de Bernoulli par G, on a plutôt maintenant des termes qui ont des unités de dimension, de longueur. Et chacun des termes va avoir une interprétation de charge. Donc, on va avoir une charge de pression, une charge dynamique, charge d'élévation et la charge totale qui est la somme de toutes les charges individuelles. Donc, pour des raisons historiques, c'est surtout ça qui est utilisé lorsqu'on veut connaître la pression dans une pompe. Donc, la pression dans une pompe, des fois, va être mesurée en mètres ou en pieds. Et ce qui va nous permettre de déterminer le delta P entre l'entrée et la sortie de la pompe. Donc, mais ça reste que la physique reste la même, c'est vraiment juste une interprétation différente de chacun des termes. Donc, en résumé, l'équation de Bernoulli, qui est une équation d'énergie par unité de masse, peut être aussi interprétée comme étant des termes de pression, pression statique, dynamique, pression hydrostatique, et des termes de charge qu'on vient juste de voir. Donc, ce sont trois perspectives différentes de la même physique. Et dans un contexte d'application, on peut utiliser n'importe quelle des trois, mais il y en a toujours une qui va être plus intuitive à utiliser en fonction des paramètres qui sont donnés. Mais peu importe laquelle des trois qu'on utilise, on devrait toujours arriver au même résultat. Donc, pour y arriver, très important lorsque vous vous attaquez à un problème, de faire un schéma, de bien indiquer comment vous avez simplifié les équations de Bernoulli. Vous utilisez des pressions relatives, absolues. Vous déterminez est-ce que la vitesse au point 1 est nulle, est-ce que c'est la vitesse au point 2 qui est nulle. Important de faire un schéma avec les stations et de bien développer les équations explicitement et par la suite, et seulement par la suite, de passer à l'application numérique. Donc, on a fait cet exemple-là ici en classe. Donc, plusieurs façons de le faire, mais on avait discuté comme quoi que la façon la plus directe, c'était de placer une station à la surface libre de l'eau à l'intérieur du réservoir et de placer une autre station au bout du jet où on essaie de déterminer la hauteur H de celui-ci. Okay? Donc, il y a plusieurs façons. On aurait pu mettre un point intermédiaire à la base du jet. Ça aurait rajouté des étapes intermédiaires, mais ça aurait donné le même résultat. Donc, voilà pour le
résumé.